cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour Phénomène de la migration clandestine, un véritable problème pour les jeunes aventuriers. Le Niger frappé par ce phénomène, 92 Nigériens ont trouvé la mort dans le désert. Un deuil national a été décrété. L'eau, source de vie, a-t-on coutume de dire, les paysans de Tungame à Tawa confrontés à un problème d'eau à suivre. Un reportage retraçant les difficultés liées à ce problème. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. 92 migrants nigériens qui cherchent à rejoindre l'Algérie sont morts dans le désert de l'Algérie, profondément touchés par ce drame migratoire ayant coûté la vie à 52 enfants, 33 femmes et 7 hommes. Le gouvernement nigérien, vous le savez, a présenté ses condoléances aux familles attristées. Il décrète également un deuil national de 3 jours. Seulement, le phénomène de la migration devient de plus en plus récurrent et concerne beaucoup de Nigériens. Nous allons d'ailleurs revenir par rapport à cet événement douloureux, un dossier en fin de journal. Et puis, pour rester avec cette situation, 21 personnes ont survécu au cours de ce voyage. Notre correspondant régional depuis Agadez, Alassane Ramedi, nous relate un peu les faits. 92 morts, dont 33 femmes et 52 enfants, tous des migrants en partant sur l'Algérie au moment du drame survenu suite à une panne du véhicule qui les transportait clandestinement. Les 21 personnes survivantes sont des miraculés. Une fois de plus, le phénomène de la migration illégale dont le corollaire semble tirer son origine de plusieurs réseaux de transporteurs clandestins et des agents de l'État véreux vient de se solder par un bilan tragique. Le film de ce drame avec un membre de la société civile d'Arlit qui s'est rendu sur le lieu du drame. Si vous voulez, le préfet a initié une mission après que les autorités ont été alertées par un fraudeur de la présence des cadavres autour d'un véhicule Nissan, qui n'est pas Nissan, qui se trouve à 10 km de la frontière, à la frontière de l'Algérie, et 140 km d'Arlit. Donc le préfet a organisé une mission avec l'armée nationale. Bien sûr, quand je parle de l'armée nationale, il faut comprendre que les éléments d'Assamaka, et puis en plus les éléments qui ont garanti l'escorte de la mission, qui sont partis d'Arlit, la patrouille départementale comme ils l'appellent. Donc arrivé au lieu de ces véhicules, nous avons trouvé 11 corps. Et ces véhicules se trouvent en même temps à 20 km, si vous voulez, d'un puits qu'on appelle le puits Tchikikitin. Donc les personnes qui étaient dans ces véhicules ont fait le trajet vers les puits. Donc c'est là qu'on a découvert la suite du corps après le 11 corps qu'on a trouvé sur place. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a trouvé 15, 19, 1, 3, jusqu'à en tout cas 87 corps qu'on a pu enterrer avant les puits. Malheureusement, les 87 corps n'ont pas eu la chance d'arriver jusqu'au puits. Maintenant, après les puits, on n'a pas trouvé d'autres cadavres. Jusqu'au prochain véhicule qui se trouve, lui, si vous voulez, à 80 km aussi d'Arlit. Et ces véhicules qui se trouvent à 80 km d'Arlit, d'ailleurs, c'est ce qui a, à mon avis, trompé la vigilance des autorités pour ne pas approfondir les recherches à l'époque où il y a eu les faits. Parce que de ces véhicules, il y a des gens qui sont venus jusqu'à Arlit à pied. Et puis donc ils ont parlé des morts, évidemment. Donc la patrouille est partie jusqu'à ces véhicules-là. Et entre les véhicules et Arlit, ils ont trouvé 5 corps qu'ils ont enterrés. C'est ce qui porte donc les morts à 92, le total des morts dans cette tragédie. Et bien sûr, donc les véhicules, les autorités, la patrouille pour eux, puisqu'ils sont arrivés jusqu'au véhicule, tout est fini. Ce qui leur a échappé, ce qu'on ne leur a pas dit, c'est qu'il y a un autre véhicule un peu plus loin. Voilà malheureusement donc comment la situation, à mon avis, elle s'est présentée. Mademoiselle Chafa'atou, qui est une miraculeuse de ce drame, rapporte dans un témoignage poignant avoir séjourné plusieurs jours dans des cadavres et affirme
que plusieurs passagers ont été battus par le chauffeur. Elle ne doit son salut qu'à la baraka de Dieu. Le gouverneur de la région d'Agadez a, lors d'un point de presse, annoncé plusieurs mesures. Celles-ci se traduisent par la fermeture des ghettos qui abritent les migrants, l'interdiction du transport par les véhicules qui ne sont pas en règle, et l'application stricte des dispositions relatives à l'accueil et l'hébergement des étrangers qui séjournent dans notre pays. Voilà, vous l'avez compris, un invité sur ce plateau du journal télévisé de la télévision Dunia. Un invité, il s'agit de M. Raymond Mandi, qui est le directeur marketing de RTL Niger. Raymond Mandi est venu sur ce plateau pour nous parler donc d'un événement géant, en tout cas, que organise RTL Niger. Alors, M. Raymond, bonsoir. Bonsoir, Mustapha. De quoi il s'agit concrètement? Très bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier en fait de nous inviter en fait sur le plateau de Dunia. Toujours un plaisir d'être là. Et aussi, c'est saluer en fait l'ensemble aussi de la population nigérienne. Vous savez, en fait, nous organisons au mois de décembre un grand événement en fait avec deux grandes stars africaines de renommée mondiale qui sont Papa Wemba et le groupe P-Square nigérian. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi l'objectif que vous recherchez à travers, en tout cas, ce grand concert RTL Niger? Vous savez, hormis, en fait, notre, je dirais, notre mainmise même dans le développement social, du Niger à travers nos investissements que nous faisons pour l'éducation, pour la santé. Donc, nous voulons aussi nous connecter avec les passions même des populations nigériennes, c'est-à-dire le sport, la musique, essentiellement. Et là, nous nous concentrons à la musique. C'est pour ça que nous allons faire venir plutôt, deux grandes stars africaines de renommée mondiale pour partager avec les Nigériens, en fait, une belle fin d'année, le 21 décembre, au Stade Général Séni Kountché. Alors, à travers justement ce concert, vous avez lancé un jeu concours. Alors, comment justement reconnaître les gagnants pour ce jeu concours que vous avez lancé? D'abord, pour y participer, il faut s'inscrire et c'est au 616. Du 616, les clients devront faire comme ils ont l'habitude de faire pour recharger, c'est-à-dire étoile 616 dièse pour s'inscrire. Et chaque semaine, nous rétribuons en fait 3000 tickets au top utilisateurs. Et ces top utilisateurs en fait reçoivent automatiquement en fait un SMS qui leur notifie en fait s'ils ont gagné ou pas. Et ils peuvent vérifier à tout moment la manière en fait pour savoir s'ils ont gagné juste en envoyant G, la lettre G au 616 par SMS bien entendu. Alors, pour justement ces nombreux gagnants, parce que vous parlez de 3000 tickets, où est-ce qu'ils vont justement prendre possession de leurs tickets? Bien entendu, dès le début du mois de décembre, nous mettrons en fait des points de connexion dans toute la ville de Niamey pour pouvoir récupérer les tickets. Ça se fera dès à présent, je dirais même à partir de nos boutiques à nous, d'accord? Et dans quelques points en fait de la place. Alors, M. Raymond, par rapport donc à ce concert géant, vous l'avez dit, en tout cas, ces deux stars de la musique africaine de renommée mondiale. Alors, quel est votre mot de fin par rapport à ce grand concert? Écoutez, c'est juste inviter en fait l'ensemble de la population, la jeunesse nigérienne. Je leur donne rendez-vous en fait le 21 décembre au Stade Général Séni Kountché. Et vraiment pour qu'en fait qu'on clôture l'année en beauté, en musique et en danse. Voilà, Monsieur Raymond Mandi, merci en tout cas de venir sur ce plateau et donner d'amples explications par rapport à cet événement. Merci une fois de plus. Je rappelle donc à nos téléspectateurs, Monsieur Raymond Mandi est directeur marketing au niveau de la première maison de téléphonie mobile RTL Niger.
Raymond Mendy, restez avec nous pour la suite de ce journal. Cela dit, un accident de circulation est survenu hier sur le deuxième pont. Malheureusement, on ne déplore aucune perte en vies humaines. Tous les passagers des deux véhicules sont sains et saufs. Le compte-rendu avec Omar Hama. Aujourd'hui, le constat est unanime. Nos routes tuent. Il ne se passe pas un jour sans qu'un accident ne soit enregistré à Niamey, avec malheureusement son lot de blessures souvent graves ou de décédés. La récurrence et l'ampleur de ces accidents de la route traumatisent la population. Ces accidents surviennent le plus souvent à cause de l'excès de vitesse des usagers de la route, par imprudence et souvent parce que les usagers ne maîtrisent pas le code de la route. C'est l'exemple type de cet accident survenu hier matin sur le nouveau pont. Un camion citerne transportant de l'essence a brûlé le feu optique et a coupé la priorité à ces véhicules qui se retrouvent avec les 4 roues à l'air. Saga et j'allais à Nialga lorsqu'un camion citerne m'a coupé la priorité. J'ai tout fait pour l'éviter comme il transporte de l'essence à un produit inflammable. Heureusement, nous sommes sains et saufs. Ces genres d'accidents sont devenus fréquents. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Seul l'apprenti du chauffeur se retrouve avec des blessures superficielles au bras. Pour inverser cette fréquence des accidents, il faut que des dispositions soient prises, notamment des moyens de contrôle technique moderne sur l'ensemble du territoire national. Voilà, et puis vous l'avez d'ailleurs entendu, heureusement et non malheureusement, comme je l'ai annoncé tantôt, Omar Hama justement l'a rectifié à travers ce reportage. Le paludisme continue de faire des victimes à Zender. La plupart des victimes sont des enfants. Pour réduire les conséquences de cette maladie devenue endémique, l'État a fourni l'État a fourni des efforts en prenant en charge les produits pour le traitement et les examens exemplaires des enfants âgés de 0 à 5 ans. Seyni Maikido Jibril, Bachir Ousseini pour le compte-rendu. D'après un sondage effectué par les services de santé de la région de Zender, 220 personnes sont décédées du paludisme cette année, de janvier à fin septembre, au niveau des national de Zender. En moyenne, ce sont enregistrés par jour pour cause de paludisme grave entre le mois de septembre et octobre. En cette période, le nombre de malades dépasse le nombre de lits disponibles pour accueillir les malades. Et on assiste aussi à une rupture de produits de traitement du paludisme. Dans ses efforts de lutte contre cette maladie, l'État prend en charge les examens complémentaires et les produits de traitement des enfants de 0 à 5 ans. Pour le paludisme grave, donc vous savez, nous sommes dans une période du pic du paludisme grave, donc, où l'admission par jour peut avoisiner 30 à 40 par jour. Or, on a 2 services de pédiatrie. On a la pédiatrie A qui engorge les enfants de 0 à 5 ans. Et on a la pédiatrie B aussi supérieure à 5 ans jusqu'à 15 ans. Donc, ces 2 services-là, jumelés au mois de septembre, octobre, habituellement, on peut avoir jusqu'à 60 entrées pour raison de paludisme grave. Et concernant les produits, généralement, on n'a pas de gros problèmes avec les produits chez les tout petits parce qu'il y a la prise en charge. Et au niveau des examens complémentaires et au niveau des produits. Mais néanmoins, certains enfants, vous savez, qui dit le monde là, dit qu'on ne peut pas satisfaire à 100%. En plus de la prise en charge des enfants, des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire et de traitement des gîtes larvaires au niveau des caniveaux et des mares sont effectuées dans la ville de Zender. Une heureuse initiative qui est saluée par la population. wannan abu yayi kyau mun yi horin ciki muna godiya ubangiji Allah taimake ku zazzabi wallahi da mu yanzu ma akwai suke masassara amma wannan taimako da aka na magani ubangiji Allah saka da alheri Allah ƙara arziki gwamnati ma Allah ruhu asiri Allah dora shi kan mulkin shi. Cependant, le paludisme continue à faire des victimes d'enfants dans la région de Zender.
Des solutions adéquates doivent être trouvées afin de sauver la vie de ces enfants menacés par cette maladie. Et puis ce communiqué de presse qui nous vient du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, ROSEN, le comité exécutif national du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, a pris avec une grande satisfaction la libération des 4 otages enlevés à Arlit en 2010. Le ROSEN présente ses chaleureuses félicitations à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la libération des ex-otages français. Et puis pour abonder dans le même sens, les acteurs de la société civile nigérienne continuent de saluer et de féliciter le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour son implication dans la libération des otages français enlevés il y a 3 ans au Niger. Écoutons à ce propos Souley Oumarou du mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques Mozadem. Vous vous souvenez, autour de beaucoup de dossiers, notamment le développement du Niger et la sécurité du Niger, et ces points-là, son Excellence, le président Issoufou, a toujours fait de cela un point d'honneur pour notre pays. Il a toujours dit que ces gens-là ont été enlevés dans notre pays et c'est à notre pays de se battre pour les ramener. Et finalement, vous avez entendu également autour de la même question, à un moment notre pays était dans une situation mal à l'aise puisque certains pays appelaient à ne pas fréquenter le Niger. Et depuis ce jour, le président Issou, avec la collaboration de certains de nos citoyens, se sont mis à fond pour faire en sorte que ces Français soient remis à leur pays. C'est la vie de la France. Et sincèrement, il faut le rappeler, avant les dernières images que leurs ravisseurs ont amenées, le président Issou fait partie des rares personnes à accepter et à croire que ces otages sont toujours vivants. Donc je pense que c'est une fierté. La chose la plus importante par rapport à la question d'arrivage, je vais vous dire, comme la France l'a dit, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'un des intérêts. Je pense qu'Issou d'ensemble, vous savez, il faut le rappeler pour les Nigériens qui n'ont pas encore cette information. Et le président Hollande est membre de l'internationale socialiste, autant que le président Issou. Mais le président Hollande est président de la France et Issou est le président du Niger. Autant que la France défend ses intérêts, dans ce cadre-là, les Nigériens défendent ses intérêts. Le fait que nous, on exige la révision du contrat après 60 ans d'exploitation avec Arriva n'a rien à voir avec la relation entre Issou et Hollande de l'international ou autre. Nous, ce qui est important, c'est les intérêts des Nigériens. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, les paysans de Tungame, un village situé à quelques kilomètres de la ville de Tawa, sont confrontés à un problème de manque d'eau. Le village ne dispose que de 2 puits profonds dont les eaux ne sont pas consommables. C'est un reportage signé Asman Amadou et Maman Rabiou. La région de Tawa fait partie des zones favorables à l'agriculture pour mener à bien leurs travaux champêtres chaque année avec l'espoir de gagner un bon rendement. Dès l'installation de la saison hivernale, ces paysans quittent la ville pour s'installer en groupe à proximité de leurs champs. C'est cette initiative qui a donné naissance à certains villages et hameaux aux alentours de la ville de Tawa. Ces images témoignent un village situé à quelques kilomètres de la ville de Tawa, nommé Tungame, créé par un groupe de cultivateurs. Au cours de la réalisation de ce reportage, ce n'est pas l'historique du village qui nous intéresse en cette période de la récolte, mais les conditions dans lesquelles ces braves paysans pratiquent leurs multiples activités de travaux champêtres. Peu importe leur habitat, des cases construites en paillote pour leur séjour tout au long de la période de la saison hivernale. Il faut noter que ces cultivateurs sont confrontés à un sérieux problème d'eau. Non seulement cette eau n'est pas potable, se ravitailler avec ce liquide précieux, source de vie, c'est un véritable casse-tête pour les habitants de Tungame. Ces paysans consomment cette eau sans traitement, témoigne ce jeune homme.
Il y a un problème d'eau dans ce village. C'est pourquoi les habitants de Tunga Amé n'ont pas le choix. C'est cette eau troublée que nous consommons. Souvent, il est difficile de trouver une quantité suffisante pour nos besoins quotidiens. Nous disposons de 2 puits ici, mais malgré tout, on ne trouve pas d'eau dans ces puits. Il faut attendre plus de 2 heures pour se ravitailler avec quelques gouttes. En dehors de la consommation de l'eau non potable, autre aspect à retenir qui semble être aussi dangereux, la gymnastique de ces jeunes filles et garçons au bord de ces 2 puits profonds dont dispose ce village. Sous le soleil grillant, les paysans du Tunga Amé exercent ces multiples travaux champêtres dans des conditions difficiles. Direction la capitale du Gobert à présent, où le directeur adjoint de cabinet du président de la République, Yacouba Ibrahim, a fait un don de plusieurs matériels de menuiserie, de soudure et des moulins à grains dans le village de Damero, un village situé dans la commune de Mayara, c'est à Maradi. Le compte rendu avec Moussa Adam Garba. C'est toute une cérémonie qui a été organisée à cet effet. Ils étaient nombreux, les populations de Damero a sorti massivement pour accueillir Ibrahim Yacouba qui conduisait la délégation. Une délégation composée du secrétaire général adjoint de la région, du président du conseil régional et des grands ténors du PNDS Tareya au titre de la région de Maradi. Ce village, Damero, situé dans la commune de Meyara, a bénéficié de plusieurs dons composés de moulins à grains, de matériel de menuiserie et de soudure. Tout ceci de la part de Ibrahim Yacouba. L'occasion aussi pour les femmes de Baraya de recevoir chacune un prêt sans intérêt de 20 000 francs CFA, remboursable en 3 mois. En réceptionnant tous ces dons, les bénéficiaires ont vivement remercié le généreux donateur. Mun gode bisa ga abin da yi mun muna godiya. Wannan dakuna da kuka gani daki ne wanda ake cewa daki na matasa. Kuma a cikin shi akan koya ma matasa na dan maru akan koya musu ayyukan hannu. Shine akan koya walda, aikin kafinta, aikin kanikanci na motuna. Akan koya ma matasa saboda mi, saboda ya hana su zaman banza da yawon wannan da suke na zuwa diga. Mun ma Allah godiya, mun ma Ibrahim Yacouba godiya. Saboda Ibrahim Yacouba ya zama mana uba, ya mana komi ta dalilin shugaban kasa Muhammad Isu. Na farko ya kawo mana bashi wanda muke yi nan mace ta kai 80 wanda suka samu wanda aka ba. Duk ba kuɗi da ruwa ba. Bashi jikka 20 ake bada kuma 20 bayan wata uku kame da jikka 20. Na biyu ya kawo mana tahuna mun huta da daka. Sai dai kawai mun je mun aikin mu na gona mu da mu ka anika mu huta. Na uku an mana killa ga ta nan jarran ta yan Makka. An kawo mana mu shibka mun shibka muna bata ruwa ga ta nan kuma an kawo mana mai horo ka ganta nan. An kawo mana mai horo da ta hora mana don mu sai da zamu sarrafa ta mu huta daga ƙangin talauci. Il faut préciser que cette cérémonie a été également l'occasion pour les responsables du PNDS Tareya de faire partager aux populations la vision et l'appréhension du président de la République, la garantie d'une sécurité alimentaire et lutter ainsi contre la pauvreté. Toutes ces actions entreprises par Ibrahim Yacouba rentrent dans le cadre du programme 3e du président de la République. Direction Agadez avec cette fois-ci l'ONG Head Tamat qui a fait un don composé de manuels scolaires, de denrées et autres équipements aux écoles de la commune d'Ingal. C'était en présence du secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région d'Agadez, Ramedi Alassane Babale Ama Zaghi. Au cours de cette cérémonie, des élus locaux de la commune d'Ingal ont réceptionné une dotation en manuels, fournitures et tennis scolaires, ainsi que des kits de sport et équipements de cuisine. Mis en œuvre par l'ONG HD Tamat, le projet intitulé « Amélioration du taux de scolarisation en zone nomade au Niger » est lancé dans le département d'Ingal. Il est exécuté grâce à l'appui du Secours populaire français en collaboration avec la Fondation Areva.
Suivons le coordinateur du projet pour plus de précisions. Donc ce projet est financé par le Secours populaire français en collaboration avec la Fondation Areva. Donc c'est remis en œuvre par l'ONG HD Tamat dans 9 écoles de la commune rurale d'Ingue. Donc ces écoles sont l'école de Tigindi, l'école de Mararaba, l'école de Tebhaout, l'école de Tourgit, l'école de Tagdoum, l'école de Abora, l'école de Rabar, l'école de Amanza Garnen et l'école de Eleka. Donc dans ces 9 écoles-là, donc les différentes composantes du projet. Donc il y a la cantine scolaire, c'est les vivres. Donc il y a les puits en manuel, en manuel de fourniture scolaire. Donc il y a l'équipe d'hygiène. Donc actuellement, cette cérémonie consiste à la réception de ces différents matériels au niveau régional. Donc nous avons invité les représentants de la direction régionale de l'éducation, les représentants du gouvernorat de la région d'Agadez, donc tous les concernés. Très émerveillé par la qualité et la quantité de la dotation, le secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Agadez, qui présidait la cérémonie, a prodigué des conseils aux bénéficiaires. Donc, monsieur le DREN, monsieur le maire, on met à votre disposition tous ces biens. Nous pensons que ça va aller directement donc aux bénéficiaires avec une utilisation efficiente. Nous pensons que ces enfants, en tout cas, au-delà de l'appui traditionnel que l'éducation que les communes donnent, aujourd'hui c'est un autre appui secondaire où ça va en tout cas relever leur capacité de rester travailler, de rester lire, de rester apprendre. Et nous pensons qu'à la fin, il y aura donc le résultat. Et ce résultat-là, nous attendons à la fin de l'année. Parce que nous pensons qu'ils seront dans les conditions les meilleures. Il faut relever que la mise à disposition de telles dotations dans les écoles des zones nomades est salutaire à plus d'un titre. Car, outre les commodités qui en résultent, ces dotations contribuent à fixer les parents d'élèves autour des écoles durant la période académique. Comme prévu, ce dossier par rapport donc à la migration, vous le savez, 92 migrants nigériens qui cherchaient à rejoindre l'Algérie sont morts dans le désert de l'Algérie, profondément touchés. Ce drame migratoire ayant coûté la vie à 52 enfants, 33 femmes, 7 hommes, en somme 92 personnes. Le gouvernement nigérien a présenté ses condoléances aux familles attristées. Il a d'ailleurs déclaré 3 jours de deuil national. Seulement, le phénomène de la migration devient de plus en plus récurrent et concerne beaucoup de Nigériens. D'autres précisions dans ce dossier signé Mariama Soumana. Très bonne réception. Au revoir. Carrefour d'échange entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud-Sahara, le Niger constitue une porte de sortie pour les migrants clandestins. L'immigration clandestine est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique en général et au Niger en particulier. Les jeunes africains désœuvrés et les diplômés sans emploi constituent les principaux concernés par l'immigration clandestine. Ces candidats à l'immigration clandestine sont pour la plupart à la recherche d'un meilleur niveau de vie. La migration irrégulière est malheureusement un phénomène croissant, comme vous l'avez dit, surtout dans notre sous-région, en Afrique de l'Ouest, et en particulier des pays comme le Niger, qui sont, de par leur position géographique, des pays de transit, d'origine également, de migrants qui essaient de transiter, de passer par le Niger pour rejoindre l'Europe. La plupart de ces migrants qui partent, qui utilisent les voies illégales ou irrégulières, quittent leur pays malheureusement parce que par manque d'opportunités la plupart du temps, il y en a qui quittent parce que il y a des conflits dans leur pays, comme par exemple, si je prends l'exemple du Mali, il y en a qui quittent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, d'autres, en général, de façon globale, ils partent parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Pour M. Hassan Boukar de l'association alternative Espace Citoyen, les immigrants africains sont contraints d'emprunter les voies illégales pour fouler le sol européen en raison de l'inaccessibilité aux visas européens. Les migrants sont devenus clandestins parce que les documents de voyage deviennent presque inaccessibles pour la plupart des migrants.
Quand je parle de documents de voyage, je parle des pièces d'identité que beaucoup de migrants qui se déplacent n'en ont pas. Mais surtout, le problème, c'est les visas. Pour aller en Algérie, pour aller dans les pays européens, il vous faut le visa. Vous avez des migrants d'autres régions de l'Afrique qui viennent dans la zone CEDEAO ou au Niger, il leur faut le visa, à moins qu'il n'y ait des accords qui les exemptent de visa. Dès lors que vous n'avez pas le visa, et si vous tenez coûte que coûte à aller dans un autre pays, chercher le mieux-être, chercher le travail, chercher des conditions de vie meilleures, évidemment, vous devenez irrégulier parce que vous n'avez pas ces documents. Des centaines de migrants d'Afrique subsaharienne qui sont coincés dans cette région qui est totalement désertie, où l'accès à l'eau est très très difficile, on ne parle pas de ce qu'ils vont manger. Dans cet espace, vous trouvez 200, 300 bonhommes, des jeunes Africains, 25, 30 ans, de presque toutes les nationalités africaines, qui sont là depuis 2-3 ans et sont bloqués, mais ils tiennent à partir. Cependant, pour rejoindre les pays présentant des conditions de vie qu'ils espèrent meilleures, les immigrants clandestins s'exposent à des risques énormes pouvant mettre leur vie en danger. Quand on parle de migration irrégulière, en général, la plupart du temps, il y a à côté un réseau de trafic. Donc ces migrants sont en général victimes de trafiquants qui s'enrichissent sur leur dos en leur promettant peut-être en leur faisant des promesses de leur faire traverser, de leur faire rejoindre l'Europe ou même de leur faire gagner plus d'argent ou de trouver du travail une fois arrivés dans un autre pays. Non seulement ils risquent leur vie en partant, donc les conditions dans lesquelles ils voyagent dans des conditions extrêmement dangereuses, soit à travers le désert. Vous voyez, ils traversent le désert. Il y en a qui, une fois arrivés en Libye, essaient de rejoindre l'Italie à travers la mer. Vous avez eu le drame de Lampedusa. Ils sont le plus souvent victimes ils sont exploités parce qu'ils sont vulnérables, ils n'ont aucun document, ils sont rentrés illégalement, ils sont exploités, ils sont vulnérables. Malgré ces conséquences fâcheuses liées à l'immigration clandestine, nombreux sont des jeunes déterminés à réaliser leur rêve, celui de rejoindre l'Eldorado. C'est le cas des 92 migrants nigériens morts dans le désert à la base de ce drame. Les 2 véhicules qui transportaient ces migrants, parmi lesquels il y avait 52 enfants, 33 femmes et 7 hommes, étaient tous tombés en panne. Un premier véhicule tombé en panne, le second est revenu à Arlit pour chercher la pièce de dépannage après avoir débarqué tous ses occupants et lui aussi tombé en panne. Les corps décomposés ont été retrouvés en divers endroits dans un rayon de 20 km et en petits groupes, souvent sous des arbres ou en plein soleil. Des scènes tristes et horribles avaient raconté Al-Mustafa Alassane. Arrivé au lieu de ces véhicules, nous avons trouvé 11 corps. Et ces véhicules se trouvent en même temps à 20 km, si vous voulez, d'un puits qu'on appelle le puits Tchikikiten. Donc les personnes qui étaient dans ces véhicules ont fait le trajet vers les puits. Donc c'est là qu'on a découvert la suite du corps après les 11 corps qu'on a trouvés sur place. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a trouvé 15, 19, 1, 3, jusqu'à en tout cas 87 corps qu'on a pu enterrer avant les puits. Malheureusement, les 87 corps n'ont pas eu la chance d'arriver jusqu'au puits. Maintenant, après le puits, on n'a pas trouvé d'autres cadavres. Le phénomène d'immigration devient massif au Niger, pays confronté à des crises alimentaires chroniques. Le décès des clandestins en plein désert, souvent abandonnés par leurs passeurs à une mort certaine, se révèle assez fréquent. C'est vraiment un drame, malheureusement, qui est vraiment triste. C'est dramatique de voir que des gens essaient de partir pour améliorer leurs conditions de vie, finir par mourir comme ça dans le désert. Et il y avait beaucoup, c'était dramatique, d'autant plus dramatique qu'il y avait beaucoup de femmes et d'enfants parmi les décédés d'après ce qu'on a reporté. Donc je pense que nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus. Les conséquences, elles sont énormes. Vous le savez chez nous. Maintenant, on a découvert près de 100 corps dans le nord, notamment entre le Niger et puis la frontière algérienne. C'est des gens qui veulent aller en Algérie et peut-être vers d'autres pays du Maghreb chercher le mieux-être.
La conséquence, vous avez malheureusement énormément de personnes sur la route. Il y a beaucoup de drames. Beaucoup de gens meurent dans le désert parce qu'un guide qui a promis de les amener dans les premières villes d'Algérie ou de Libye les a laissés en cours de route. Vous avez énormément de drames parce qu'on peut se perdre dans le désert. Vous avez des drames parce qu'un véhicule peut tomber en panne, etc. etc. Et donc, malheureusement, les conséquences, c'est cela. Vous avez beaucoup de jeunes gens, des bras valides, qui quittent leur pays pour aller chercher le mieux-être ailleurs. Ça pose énormément de problèmes pour le développement de nos pays, mais si nos États ne donnent pas de réponses aux attentes de ces migrants, évidemment, les gens vont continuer à partir. Pour maîtriser les menaces migratoires, l'Organisation internationale pour la migration mène plusieurs actions de prévention afin que l'immigration puisse s'effectuer dans le respect de la dignité humaine. On ne peut pas empêcher les gens de partir. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de partir, mais c'est de voir comment faire que les gens partent dans la dignité, hein, que leurs droits soient respectés, qu'ils partent légalement. Ça, c'est comment réguler ces flux. Donc, sur ça, nous travaillons. Réguler ces flux. Ceux qui peuvent partir partent de façon légale. Ceux qui rentrent également rentrent de façon digne et qu'ils soient, que leurs droits soient protégés. Pour Hassan Boukar, les dirigeants doivent offrir des opportunités aux jeunes pour les retenir dans leur pays. Le fait que les richesses ne soient pas bien réparties fait que ceux qui ne trouvent pas leur compte sont appelés à prendre la route. Et donc, à mon avis, nos États doivent réfléchir à ça. 100 personnes qui meurent tout d'un coup, c'est tout à fait dramatique. Et donc, il faut bien que, au-delà des États, au sein de l'opinion, que les gens puissent s'intéresser à cette question-là, que les gens puissent interroger nos politiques, demander notamment quelles sont les réponses qu'on donne. Je pense qu'ils ont la possibilité, s'ils le veulent, de créer des conditions pour que ceux qui prennent la route, en tout cas ceux qui prennent la route parce qu'ils n'ont pas l'emploi chez eux, puissent trouver un cadre qui leur permette de vivre. Au vu des conséquences liées à la migration clandestine, les ONG et associations se doivent d'intensifier les actions de sensibilisation des jeunes sur le phénomène de l'immigration clandestine. Quant au gouvernement, il s'avère nécessaire de promouvoir l'insertion professionnelle à travers la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des populations afin de réduire au mieux la pauvreté. Tout de même, cette question reste posée. Pourquoi les pays européens peinent à octroyer les visas aux jeunes Africains?